On va commencer la présentation, si tu veux bien nous la projeter, Daniel, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, le thème de la commission, c'est, j'ai envie de dire, la boîte à outils qui peut vous aider à intégrer les personnes en situation de handicap dans les entreprises. Donc vous allez voir que cette boîte à outils, elle est très, très fournie. On va passer par donc des aides qui sont matérielles, humaines, donc des aides compensatoires au handicap, mais également, pourquoi pas, la création d'une entreprise adaptée. Donc, on vous écoutera, M. Tarbès, sur le sujet de l'entreprise adaptée. Donc, autour de la table, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, pour parler de ces sujets, nous avons 3 intervenants. Donc, nous avons la GFIP, par la personne de Frédéric Bédier, le directeur de Cap Emploi, que vous connaissez parce qu'il intervient souvent dans les commissions, et M. Tarbès, donc, qui est un consultant mandaté par France Active Réunion, retenu par la DETS, pour présenter le fonctionnement des entreprises adaptées. Donc, il en parlera mieux que moi, mais c'est vrai que c'est un bel outil pour les entreprises. On en vient à créer une autre société, un peu filiale de l'entreprise de la maison mère. Il vous en parlera tout à l'heure. Mais c'est un outil, c'est un bel outil pour les entreprises qui souhaitent se structurer un peu autrement et devenir encore plus des sociétés inclusives. Donc, nous allons commencer. Donc, je suis sur le timing. On va en avoir à peu près, je pense, pour 1 heure, 1 heure et quart. À 12h30, on aura fini. On a mis 13h30 parce qu'on a compté le temps du déjeuner pour ceux qui restent. Donc, bien sûr, vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Donc, on aura, je pense, fini à 12h30. Il y aura, donc je propose l'intervention de la GFIP, Cap Emploi, M. Tarbès, et ensuite un échange de questions diverses. Donc, si vous avez envie d'intervenir au fur et à mesure, parce que c'est plus clair pour vous d'intervenir au fur et à mesure, vous pouvez. Sinon, vous gardez les questions à la fin et on aura vraiment un temps pour échanger, discuter autour des sujets qui vous intéressent. Voilà. Donc, on va passer la parole à la GFIP sur les aides à l'embauche. Donc, Frédéric Bédier, on va te projeter les diapos. Bon, pourtant, on s'est entraîné avant. Ça va arriver. C'est toujours comme ça. Si tu cliques sur présentation, ça marche pas? Pas un lien? Sors du mode peut-être injection. Tant que ça le petit réseau. Donc peut-être Frédéric, tu peux en profiter pour présenter la GFIP. Oui, alors la GFIP, donc c'est une association loi 1901 qui a pour mission essentielle de gérer un fonds qui est alimenté par les contributions des entreprises qui sont soumises à l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap et qui n'auraient pas atteint en emploi direct l'objectif de 6% qui est prévu par la loi. Donc, en fait, la GFIP a quand même plusieurs missions qui sont effectivement de favoriser donc l'emploi ça c'est une mission générale, favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. On met en place des dispositifs, des aides financières et des dispositifs pour favoriser justement l'emploi, notamment par exemple Cap Emploi qui fait partie de ces dispositifs, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le dispositif emploi accompagné pour des personnes qui sont plus éloignées encore de l'emploi en raison du handicap, qui demandent un accompagnement encore plus spécifique. Il y a des prestations spécifiques expertes du handicap, en fait, pour bien identifier quels sont les besoins de compensation en fonction des différents types de handicap. Voilà, donc ça, il y a vraiment tout un panel de dispositifs et d'aides. Et puis, on intervient aussi en appui, en fait, aux décideurs institutionnels pour justement faire en sorte que la question du handicap soit toujours présente dans toutes les décisions possibles. Donc, c'est vrai qu'on travaille
au niveau local avec la dette. C'est pour s'entraîner que je dis ça, en fait. L'ancienne diète directe. On agit donc auprès de la région. Voilà, on est vraiment. L'idée, c'est de s'assurer que les personnes en situation de handicap ne soient pas oubliées dans les dispositifs de droit commun. Voilà, c'est vraiment notre rôle. Et on a aussi même des possibilités d'aider des dispositifs un peu innovants. Voilà. Enfin, en fait, on a une grande variété d'actions possibles. L'objectif global, c'est l'insertion des personnes en situation de handicap. Ok. Est-ce que, alors peut-être au niveau de l'équipe locale, hein, après, pourquoi pas, on est 6. Donc, il y a Laurence Alzate-Montagne qui est notre déléguée régionale. Et puis, nous avons 3 chargés d'études et de développement, 2 qui sont sur la mobilisation du monde économique et social et 1 sur la formation. Donc, la formation, c'est Marie Collard. Pour la mobilisation du monde économique et social, c'est Fleur Oster et moi-même. Et puis, nous avons 2 chargés, disons, conseillers en prestation, qui instruisent directement toutes les aides financières qui sont portées à la délégation, quoi, toutes les demandes d'aide. Dans certaines, je vais vous... sinon, je crois que j'avais téléchargé les documents, je vais peut-être... sinon, on va... Il y a un souci d'affichage. C'est pas de chance. On essaie de régler le problème technique. Sinon, je... Voilà, bon, alors peut-être en résumé pour continuer, en attendant que ça se... Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser, en fait, notre mission, hein, lutter contre les préjugés et la discrimination dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est ce que je vous disais, on est un peu interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des acteurs de l'emploi et du handicap. Et puis, vraiment, on est là pour soutenir l'intégration du handicap dans les politiques publiques de l'emploi et de la formation et de la santé au travail. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, je vous ai présenté aussi l'équipe. Alors maintenant, je peux vous présenter un peu la mobilisation du monde économique et social. Comment on agit? En fait, on a à peu près 4 axes finalement d'action pour mobiliser le monde économique et social sur la question du handicap. La première, c'est vraiment, enfin la première, pas enfin, l'une d'elles, disons, c'est l'offre de conseils d'accompagnement que l'on propose aux entreprises du secteur privé, puisque notre périmètre d'action, c'est le privé. Alors, c'est le 6. Je suis sur le 6. Est-ce que tu l'as fait le partage d'écran? Est-ce qu'il voit ce que j'avais demandé? Est-ce que vous voyez le PowerPoint pour les personnes qui sont en ligne? Non, ça n'apparaît pas. Non, pas du tout. Hein. Bon, je continue pendant que ça avance. Alors donc, on offre, on accompagne directement les entreprises qui souhaitent construire une stratégie emploi-handicap au sein de leur organisation. Ok. Ensuite, on a un réseau de référents handicap. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'organiser des ateliers et puis peut-être voilà, faire du lien entre les référents handicap, toujours des entreprises privées. L'idée, c'est qu'ils se rencontrent, qu'ils identifient les acteurs ressources, un peu comme vous faites dans cette commission. Bonjour. Dans cette commission, mais voilà, c'est l'ensemble, quel que soit le secteur d'activité. Et alors, on travaille aussi avec le public, hein, ça arrive, notamment le prochain atelier que nous organisons sur de la détection précoce au
maintien dans l'emploi, donc là, c'est un sujet maintien dans l'emploi. Le 6 juillet, en fait, on le fera avec le réseau du public. Donc voilà, donc ce sont des ateliers qui sont organisés, il y en a à peu près 3 par an. Et l'idée vraiment, c'est qu'il y ait vraiment des échanges de pratiques dans ces ateliers, et c'est toujours construit en animation collective. Voilà. Oui, je vais juste Daniel. vous poser la question. Vous voyez le diaporama? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon maintenant? D'accord. Donc, j'ai présenté là les 2 quarts de cercle en haut. Sur le bas, en fait, partenariat, l'idée, c'est vraiment de travailler avec des acteurs relais, en fait. Par exemple, le MEDEF, au hasard. L'idée, c'est vraiment d'accompagner, de faire en sorte que, que tous ces partenaires-là puissent être aussi relais pour la prise en compte de la question du handicap et de construire des actions avec eux. Et puis, le dernier point, c'est le module pro entreprise. En fait, on est en train de construire au niveau national, et ça va être décliné sur le 2e semestre 2021 à La Réunion, des modules d'appui à la professionnalisation pour les référents handicap des entreprises. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le rôle du référent handicap, quels sont les stéréotypes sur la question du handicap, comment il peut agir. Enfin, vraiment, c'est lui donner toutes les clés pour avancer dans cette mission qui est quand même assez complexe, parce que c'est très transversal dans l'entreprise. Et du coup, voilà, d'où le rôle de ces modules d'appui pro. De toute façon, on vous en informera dès qu'on aura les dates où on organise ça. Voilà. Peut-être sur le volet formation des travailleurs handicapés. Donc là, non, c'est juste avant, voilà. Donc vraiment, l'objectif général, c'est de sécuriser les parcours de la personne en situation de handicap. Et en fait, on s'appuie sur plusieurs types de dispositifs, c'est avant, hein, Daniel. Sur plusieurs types de dispositifs, notamment un que l'on vient de créer, c'est Inclus Pro. C'est un nouveau dispositif qui aide à en fait identifier le besoin le projet professionnel de la personne avec des possibilités de mise en situation. En fait, c'est vraiment une formation, en fait, hein. Un peu comme un bilan de compétences. En fait, il y a plusieurs étapes. Ça peut être des moments de stage en entreprise pour bien vérifier si c'est ce métier qu'ils veulent faire, si c'est en adéquation avec le handicap. Enfin, voilà. Et puis, il y a plusieurs étapes. Ça, c'est un tout nouveau dispositif. Il y a des aides à l'apprentissage. Donc, on va en parler un peu plus tard. En fait, on vient en complémentarité en fait, des dispositifs de droit commun, et on soutient encore plus l'emploi et la formation pour les personnes en situation de handicap. Avec sur Inclus Pro une partie pré-apprentissage et préqualification. Voilà, ouais, c'est une préqualification. Qui sont intégrés dans le dispositif. Tout à fait. Alors peut-être pour reprendre, peut-être pour continuer. Donc du coup, les aides financières, notamment pour l'embauche et l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc on a, pour mémoire, hein, en fait, l'offre de services est vraiment destinée à 2 types de publics. Il y a les entreprises et les personnes en situation de handicap. Quand on dit entreprise, c'est… tu peux avancer, hein, Daniel, s'il te plaît. Pour les entreprises, il y a toutes les entreprises de droit privé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bien sûr, les entreprises de droit privé qui ne sont pas sous accord, enfin, je pense à votre structure, ou alors si elles sont sous accord, mais en ayant atteint en fait, l'objectif des 6%, donc s'ils ont dépassé l'objectif des 6%, ils peuvent bénéficier des aides de l'AGFIP, sinon non. En fait, c'est dans le cadre de l'accord qu'ils financent toutes leurs aides.
Et puis, il y a les travailleurs handicapés indépendants aussi, qui sont directement destinataires aussi des aides de la GFI. Et puis, il y a une partie qui est en fait en direction des personnes handicapées. Alors, pour ces personnes, il faut un statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et là, ça peut être la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais pas que. Il y a d'autres disons, statuts qui existent, comme par exemple l'AH, là, ça peut être aussi la rente d'incapacité avec, transmise par la Sécu. Donc, il y a plusieurs statuts possibles. Et puis, concernant la RQTH, c'est les personnes qui sont déjà reconnues ou qui sont en voie de reconnaissance. Donc, ça, on a élargi vraiment, parce que forcément, les personnes qui vont vers la reconnaissance, c'est tellement un travail, disons, personnel, et on se dit que ce sera forcément accepté, donc on accepte ce type de situation. Donc, les aides de la GFIP ne sont pas accessibles de droit, c'est vraiment chaque fois une demande, et puis en fonction de la situation, la GFIP accepte ou pas de le transmettre. Mais il y a des critères qui sont définis par le conseil d'administration, en quelque sorte, de la GFIP, sachant que le conseil d'administration de la GFIP, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est paritaire, en fait. Il y a des représentants syndicaux, patronaux, à part égale dans le conseil d'administration. Il y a aussi des représentants de l'État, d'ailleurs, et des associations aussi de personnes en situation de handicap. Voilà, donc on intervient toujours en complément du droit commun. Certaines de ces aides sont prescrites, et c'est pour ça aussi qu'on s'appuie sur les services publics de l'emploi, notamment Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales qui sont vos interlocuteurs sur l'embauche notamment. Et puis, l'idée, c'est qu'il y a un principe de non-cumul des aides caractérisées par un même objet ou une même finalité. Donc voilà, que ce soit les aides de droit commun ou de la GFIP, on ne peut pas cumuler ces aides si c'est le même objet ou la même finalité. Voilà, voilà. Alors, peut-être... on a vraiment ciblé, on a fait une petite tri dans notre catalogue d'aides et dispositifs à destination des entreprises, celles qui relevaient, en fait, que vous pourriez mobiliser ou solliciter dans des situations vraiment d'embauche. D'accord ? Alors, il y a une première aide qui s'appelle l'aide à l'embauche en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation d'une personne handicapée. Il faut savoir que la GFIP n'a pas vocation à à faire des aides à l'emploi. Elle n'en fait quasiment aucune, sauf pour l'embauche de contrats en alternance. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Là, il y a des aides forfaitaires lorsque vous recrutez ces personnes. Et c'est à peu près 3 000 ou 4 000 euros maximum en fonction de la durée du contrat et de l'âge. Donc, je ne vous ai pas mis, mais ça, vous pourrez ensuite aller sur le site de la GFIP pour avoir vraiment des précisions sur les montants dont vous pourrez bénéficier si vous recrutez quelqu'un sur ce type de contrat. Après, vous avez l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle. Donc là, on rentre plus sur une logique, habituelle de l'appui de la GFIP, qui est là aussi pour favoriser la compensation du handicap. Donc, ce type d'aide, par exemple, ça peut être si quelqu'un a besoin d'un tutorat un peu supérieur, un peu plus long qu'un tutorat classique pour intégrer vos salariés, votre nouveau salarié, vous pourriez couvrir ce coût d'une personne tuteur qui serait là pour la personne en situation de handicap, pour lui expliquer précisément quelles sont les missions qu'il doit réaliser, tout ça. Vous pourriez mobiliser cette aide, ou alors ça peut être aussi le coaching du responsable
de cette personne, si ne sait pas trop comment aborder la question du handicap avec la personne intégrée, voilà. Pourquoi pas, ça peut être de la sensibilisation du collectif. Enfin bon, il y a plusieurs modalités possibles que vous pouvez utiliser dans cette aide. Il y a l'aide à l'adaptation des situations de travail des personnes. Donc là, le principe, c'est la prise en charge par la GFIP, en fait, vraiment la partie aussi compensateur du handicap. Alors, l'exemple qu'on donne très classiquement, c'est par exemple un bureau. Vous devez recruter une personne pour travailler dans un bureau, sur un poste d'accueil, par exemple, ou bureautique quelconque. Vous devez forcément lui mettre à disposition l'outil nécessaire pour travailler. Par exemple, une table et une chaise, d'accord ? Mais cette personne a peut-être des problèmes de dos, peut-être qu'elle ne peut pas maintenir une position assise prolongée. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Enfin, ce que va dire le médecin du travail, en quelque sorte, c'est adapter son bureau pour qu'il puisse travailler de temps en temps debout et de temps en temps assis. Et c'est en fait le surcoût lié à cette possibilité de monter et descendre le bureau que prendra en charge la GFIP. D'accord ? Donc là, sur cette AST, on fait très attention dans les aménagements à vérifier que ça ne relève pas de la prévention des risques, que ça ne relève pas de l'amélioration des conditions de travail, que ça ne relève pas en fait de la base nécessaire pour travailler sur le poste. Voilà. Bon, alors, ça peut être aussi dans l'adaptation des situations de travail, des adaptations techniques. Ça peut être humain. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a besoin qu'une autre personne réalise certains gestes à sa place. Vous pouvez solliciter cette aide. Dès lors que cela devient pérenne, à ce moment-là, il y a une autre aide qui peut être mobilisée qui s'appelle la reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui est une autre aide, qui est la seule aide légale du catalogue de la GFIP d'ailleurs. Voilà, c'est un peu une AST, mais de manière pérenne. On a bien identifié qu'il y a toujours une baisse d'efficience en fait en raison du handicap, et que cette baisse d'efficience est à la charge de l'employeur. À ce moment-là, on mobilise la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Et puis alors, du coup, je vous ai mis un peu d'autres dispositifs que l'on a mis en place. Donc, vous avez les études préalables à l'aménagement, à l'adaptation des situations de travail. Souvent, c'est en lien avec Cap Emploi, par exemple, qui enfin, je parle sous couvert. D'accord. S'il y a un besoin d'aménagement spécifique, du coup, Cap Emploi va pouvoir vous prescrire en quelque sorte cette étude. Bien sûr, dessous, il y a l'appui, l'accompagnement Cap Emploi, donc pour vous aider à trouver, à sourcer vos profils que vous recherchez, et puis vous accompagner pour favoriser l'intégration. Vous avez le réseau de référents handicap, on l'a mis parce que forcément, quand vous faites partie du réseau, vous connaissez d'autres référents handicap. Ça peut être intéressant dans votre système de recrutement de parler avec d'autres personnes qui ont eu à recruter aussi des personnes en situation de handicap, comment ça s'est fait, comment tu as sourcé, voilà, il y a des... Vous avez l'emploi accompagné, c'est le dispositif d'appui d'emploi accompagné qui est un peu comme le Cap Emploi, mais pour des personnes qui demandent un accompagnement spécifique, un peu plus lourd, et qui peut vous accompagner aussi dans l'intégration et même tout au long du parcours dans l'entreprise au besoin. Il y a les prestations d'appui spécifiques, je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment des expertises liées au handicap, dès lors que vous avez besoin de bien identifier les besoins d'adaptation ou de prise en compte en fait de la situation dans l'espace, dans l'activité professionnelle. Il y a l'espace emploi recruteur. Là, je vous invite vraiment à vous inscrire dans l'espace emploi de la GFIP.
Donc là, c'est sécurisé. On en a reparlé avec des collègues l'autre jour qui gèrent cet espace emploi sur le site que vous trouverez sur le site de la GFIP. En fait, quand une entreprise s'inscrit, il y a tout un système de validation de cette entreprise pour s'assurer que ce soit des vraies entreprises qui s'inscrivent sur ce site et éviter qu'il y ait des systèmes d'arnaque en quelque sorte qui se mettent en place. Voilà. Et puis, du coup, forcément, si vous recherchez des personnes en situation de handicap, ceux qui vont consulter ce site, et puis il y a des systèmes de matching aussi possibles, puisque les demandeurs d'emploi aussi peuvent s'inscrire sur le site pour pouvoir identifier les bons profils qui correspondent à votre besoin. Voilà. Alors, on a mis un peu en bas les mesures exceptionnelles Covid-19 dans cette situation malheureusement sanitaire. La GFIP a souhaité vraiment favoriser encore plus l'emploi et a mis quelques aides complémentaires ou adaptées, disons, des mesures traditionnelles de la GFIP. Et donc là, on vous a noté, il y a l'aide majorée à la conclusion du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc en fait, le forfait qui est habituellement prévu pour ces contrats est supérieur dans cette période. Et puis, vous avez aussi l'aide exceptionnelle de soutien à l'emploi d'une personne handicapée en contrat d'apprentissage. Voilà, si par exemple, c'est un contrat qui avait été conclu avant et que l'entreprise était en difficulté, par exemple, et n'était pas sûre de pouvoir maintenir ce contrat dans l'entreprise, eh bien, voilà, il y a une aide spécifique là-dessus également. Voilà. Sachez aussi qu'il y a des... Alors, peut-être sur le slide d'après, je vais aller un peu plus rapidement. On peut vous poser toutes les questions. Bien sûr, oui. Plus simple. C'est vrai, je parle. Non, mais ça permet de... Quels sont les délais entre le moment effectivement de l'étude et la réalisation? Est-ce qu'il y a un délai maximum? On s'engage de manière à faciliter les choses? Pour les PAST, là? Non, les aides, de manière générale, les aides auprès des entreprises, justement. Alors, c'est vrai que je ne les ai pas en tête, mais en général, pour tout ce qui est demande d'intervention financière, ce n'est pas extrêmement long, normalement, si tout le dossier est complet, en fait, parce qu'il y a toujours une liste de papiers à transmettre, enfin d'infos, je ne sais pas, par exemple, pour l'AST, par exemple. Il faut des devis, normalement il faut déposer le dossier avant que la décision d'achat soit faite. Donc tout se réalise en amont en fait du projet. Dès lors que tous les documents sont là et qui peuvent accepter en fait, la GFIP accepte le financement. Après il transmet à la GFIP en fait un échéancier qui explique à quelle période il doit transmettre les pièces complémentaires. Par exemple, les documents, s'il y a 30% d'acompte qui doit être transmis au fournisseur à telle échéance, etc. quoi. Pour les aides vraiment... je pense qu'à mon avis, c'est 15 jours maximum en général, dès lors que c'est transmis à la GFIP, que toutes les pièces sont bien arrivées à la GFIP, ça se fait assez vite en général. Voilà. Sinon, ça veut dire qu'il manque des pièces ou alors la situation exposée n'est pas suffisamment claire pour pouvoir... Mais bon, pour des aides comme... alors, après, vous avez des critères sur l'alternance, par exemple. Alors, aussi, je peux peut-être vous dire ça. Par exemple, les aides à l'alternance. Sauf si Jean-Charles. Oui, juste, j'ai encore 10 minutes à peu près. 10 minutes, d'accord. Le droit commun. Par exemple, sur les aides à l'alternance, c'est comment tu disais? Je disais, je parle que du droit commun en fait. Ah oui. Pour ne pas parler
droit spécifique. D'accord. Bon, écoute, non, mais il n'y a pas. Dès lors, dans le premier mois, hein, il n'y a pas de problème. Dès lors que la personne est recrutée, dans le premier mois, vous pouvez. Après, il peut y avoir le délai de livraison du matériel, si jamais il faut le commander, le faire venir, etc. Et ça, c'est une problématique réunionnaise. Et ça peut rallonger la mise en place de la solution de compensation. Une situation grandement. qui dure depuis 6 mois. Ouais. Je ne sais pas si on vous entend bien. Oui. Si tu parles Non, un je peu plus disais, fort, Jean-Charles aussi. Je disais à Jean-Charles, on verra une situation qui dure depuis 6 mois. Alors, il y a, disons que dès lors que c'est déposé à la GFIP, pour certaines aides, c'est assez rapide, dès lors qu'on a tous les éléments. D'accord. Voilà. Non, mais ça permet aussi d'avoir des repères sur les. Après, la mise en œuvre, alors quand il s'agit vraiment d'AST, c'est ce que disait Jean-Charles, il y a des situations où c'est un peu plus complexe, surtout les AST, hein, c'est un cas un peu particulier. Juste pour les personnes en situation de handicap, il faut savoir qu'il y a des aides spécifiques pour les personnes, notamment des aides au déplacement, des aides des prothèses auditives et puis à l'aide au parcours vers l'emploi. Il faut savoir c'est un forfait de 500 € à peu près, c'est une aide prescrite. Donc, s'ils ont une difficulté à venir parce qu'ils vous disent qu'ils ne peuvent pas se rendre en raison de leur handicap, il y a quand même ces aides-là. C'est une prise en compte aussi sociale, là, s'ils ont pas, s'ils doivent acheter, aller chez le coiffeur ou acheter. Voilà, c'est ce genre de choses qui peut être prise en charge dans l'aide au parcours vers l'emploi. Il y a Inclus Pro, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis, alors, sur le sourcing, tout à l'heure, on va parler du dispositif des entreprises adaptées. Pensez que votre sourcing, vous pouvez donc, en résumé, faire auprès de l'espace emploi. Vous pouvez le faire auprès de Cap Emploi, Pôle Emploi, auprès du dispositif emploi accompagné et puis des entreprises adaptées. Parce que les entreprises adaptées ont notamment un dispositif, vous en parlerez tout à l'heure, je suppose, sinon. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est un dispositif expérimental, en fait, le CDD tremplin, vous allez en parler. Donc, pas beaucoup. En gros, les entreprises adaptées ont un dispositif expérimental qui vise en fait à accompagner, donc ils recrutent, ils accompagnent avec une montée en compétences des personnes en situation de handicap, avec un objectif d'inclusion dans des entreprises classiques derrière. Et voilà, ça peut être aussi une source, un endroit où vous pouvez sourcer des personnes qui auraient les profils qui peuvent vous intéresser. Pour information, on a construit, avec un autre partenaire, c'est la CPME en l'occurrence, on a construit un logigramme pour sécuriser en fait le parcours de ces personnes depuis le moment où ils pensent chercher du travail, le passage dans les entreprises adaptées et jusqu'au, en fait, toutes ces passerelles-là. Donc, vous pourrez en bénéficier également de ce petit logigramme là qu'on a construit. Voilà, je pense que je vous ai un peu tout expliqué. Alors, à la fin, vous verrez, il y a des liens ressources. Voilà, n'hésitez pas, il y a il y a les aspects de tous ces liens ressources dont je vous ai parlé, que vous pouvez… Alors, juste la première qui peut vous intéresser spécifiquement. Vous pouvez, en tant que référent handicap, réaliser un autodiagnostic qui vient d'être construit, qui peut vous aider à travailler sur votre politique handicap, déjà même tout seul, voilà. Et puis, si vous avez besoin d'appui, vous nous appelez. Il y a le simulateur de la DOETH, donc ça, c'est important aussi pour savoir quel est votre montant de contribution. Voilà, sur ce site, enfin cette page-là, il y a plein de choses vraiment très intéressantes par rapport à votre stratégie handicap-emploi. Merci Madame Bédier. Oui, si on va peut-être les garder pour après, comme ça tout le monde a le temps d'intervenir si vous voulez bien. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, c'est complexe, il y a énormément d'aides. Et c'est vrai qu'il faut presque être expert dans le domaine pour comprendre. Donc, n'hésitez pas à garder vos questions pour la fin. Et s'il y a des choses qu'on n'aura pas le temps de traiter, vous pouvez aussi nous faire parvenir vos questions au MEDEF et on transmettra aux personnes qui peuvent vous répondre et qui sont autour de la table.
Donc, que toutes les questions seront traitées, même si elles ne sont pas traitées aujourd'hui, elles seront traitées dans le temps. Voilà, donc merci à Madame Bédier de la GFI pour son intervention. Est-ce qu'on essaie de remettre le PowerPoint ou on continue de toute façon avec Jean-Charles Leblévec, le directeur de Cap Emploi. Bonjour à tous, merci. Donc moi, je vais intervenir en complément de Frédéric, puisque alors nous, à Cap Emploi, peut-être pour que vous situiez d'où on parle, on est opérateur du service public de l'emploi, financé par le FIP, donc le fonds auquel cotisent lorsqu'elles n'atteignent pas leur taux les employeurs publics, l'AGFIP et le Pôle emploi. Donc on est opérateur sur 2 volets, un volet recrutement, intégration des travailleurs handicapés et accompagnement vers l'emploi des demandeurs d'emploi en situation de handicap, et un volet maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Donc on est opérateur du SPE, et à ce titre-là, en fait, on prescrit différents services publics de l'emploi. Donc au sein du SPE, il y a le Cap Emploi, qui est le seul opérateur en fait qui s'occupe uniquement de travailleurs handicapés. Donc nous, on n'accompagne que des travailleurs handicapés. Et vous avez le Pôle emploi et les missions locales. Donc les missions locales s'occupent de public jeune, et le Pôle emploi s'occupe du tout public, en sachant que les travailleurs handicapés, vous pouvez les retrouver chez les 3 opérateurs. Nous, aujourd'hui, on accompagne à peu près 1500 personnes sur les 7500 demandeurs d'emploi de travailleurs handicapés inscrits à La Réunion. Donc là, en fait, je vais juste axer, moi, l'intervention, c'est assez rapide, hein, c'est sur 4 slides, sur les aides de droit commun, en fait, qu'on peut aussi prescrire, conseiller à des entreprises qui souhaitent recruter un travailleur handicapé, puisque, comme le disait Frédéric, l'idée, c'est quand même que les travailleurs handicapés aient d'abord accès au droit commun, et lorsque c'est nécessaire, qu'on puisse mobiliser le droit complémentaire, le droit spécialisé, et là, mobiliser les aides de la GFIP. Donc, à Cap Emploi, c'est vrai qu'on a aussi une expertise et une habitude de travailler avec les aides AGFIP, puisqu'on travaille beaucoup sur la compensation du handicap par rapport au public qu'on accueille, qui sont les travailleurs handicapés, dont le handicap est le principal frein dans l'accès à l'emploi ou la formation. Donc, juste pour bien comprendre, le Pôle emploi est relativement généraliste. Nous, on est la marche d'après, voilà, avec des personnes qui ont un handicap qui peut être lourd, mais pas forcément. Ils n'ont pas forcément besoin de compensation, mais malgré tout, plus important que le tout public. Et la dernière marche, on va dire, c'est l'emploi accompagné, où là, on est sur de l'accompagnement très intensif, très en proximité par rapport à la personne, avec beaucoup moins de personnes à accompagner. Donc là, j'ai juste sorti 4 aides de droit commun, en fait. Donc, Daniel, c'est la slide d'après. Donc, juste, c'est l'exception par rapport à ce que disait Frédéric. Donc, vous pouvez mobiliser pour recruter un travailleur handicapé l'aide d'État sur l'apprentissage ou le contrat de pro. Donc, vous savez qu'il y a une forte impulsion actuelle du gouvernement sur le recrutement dans le cadre de l'alternance, qui d'ailleurs a amené une hausse forte des contrats en alternance l'année dernière à La Réunion, c'est plus 40%. C'est aussi le cas chez les travailleurs handicapés, en tout cas accompagnés par Cap Emploi. Donc, vous pouvez bénéficier de 5 000 € pour une personne mineure, 8 000 pour une personne majeure. Et c'est cumulable, cette fois, avec les aides de la GFIP. Donc, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, pour recruter un travailleur handicapé, vous voyez qu'on peut vite arriver à des montants importants d'aide d'État plus aide à GFIP. Donc, c'est un dispositif intéressant pour les entreprises, mais aussi pour les travailleurs handicapés qui peuvent être en recherche de qualification, puisqu'on a souvent des personnes qui sont un petit peu moins qualifiées que le tout public. Mais néanmoins, vous avez des profils, enfin nous à Cap Emploi, on a des profils dans pas mal de secteurs, beaucoup de profils en reconversion, suite à une première carrière pénible, donc de la reconversion vers des métiers plutôt administratifs, dans les RH, dans le numérique, etc. Donc là, il y a des possibilités de recruter des personnes en situation de handicap sur ce type de contrat-là, voilà, sur les aides à l'alternance. Je peux poser une question? Ah bah ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir la liste de ces personnes qui seraient en recherche de… Vous les avez déjà identifiées par rapport à leur… Oui, on a les gros blocs de métiers recherchés. On peut dire on a tant de personnes qui recherchent un emploi de secrétariat, en RH, etc. On a les gros blocs. Les 3 métiers les plus importants, c'est l'agent de propreté, c'est la vente-distribution
et c'est le secrétariat et tout ce qui est tertiaire administratif. Ça, c'est vraiment 50% à peu près des gens qui sont inscrits chez nous. Non, mais des personnes qui sont inscrites en formation et qui attendraient un contrat d'apprentissage. C'est plutôt par rapport à ce contrat d'apprentissage. Est-ce que vous avez déjà un sourcing en disant, voilà, on a tant de personnes qui recherchent un contrat d'apprentissage dans les RH, etc., etc. Ça, on a, oui. Parce qu'après, c'est presque plus facile aux entreprises de dire oui, ça nous intéresse, et plutôt que d'attendre que ça nous arrive. Quoi. Alors, on avait fait ce travail-là on oscille entre 50 et 100 quand on accompagnait 1500 personnes, en fait, positionnées sur de l'apprentissage. Et après, on peut affiner avec les métiers, mais ce n'est pas tout le public qui recherche un contrat en alternance. Ce qu'il faut savoir pour les travailleurs handicapés, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge. Donc, vous pouvez avoir une personne de 50 ans qui s'oriente vers l'alternance. Mais alors, nous, on a la difficulté, c'est de les convaincre en fait. Parce que ce n'est pas toujours évident de retourner sur les bancs de l'école après une première période d'expérience professionnelle, etc. Donc, il y a tout l'aspect de deuil du handicap à faire avec les personnes déjà, le deuil de leur ancien métier, acceptation de leur handicap, et puis après, comment je peux me former à un autre métier. L'alternance, c'est un mode, mais il faut les convaincre. Voilà. Donc, du coup, sur l'espace emploi, tu peux mettre que tu recherches alternance. En fait, moi, c'était plutôt… Avec le matching, les personnes qui se sont inscrites sur l'espace emploi, du coup, elles pourront même être proposées directement. J'étais plutôt dans la démarche inverse de créer l'envie chez les entreprises en disant, oui, on n'y avait pas pensé, on aurait besoin de… candidature. La promotion de profil, en fait. Ouais. Ça, éventuellement, on peut en faire vers Air Austral, sur quelques profils. Oui, sur de l'RH, de l'administratif, effectivement, ça peut… Oui, tout à fait. On en fait, par exemple, en direction des chambres consulaires, qui forment au BTS, sur les BTS, fonctions support, etc. On fait de la promotion de profil pour qu'elles puissent mettre en relation des entreprises qui recherchent des alternants avec les formations qu'ils ont. Et ça peut être effectivement une promotion vers Air Austral, sans souci, sur ce qu'on aurait comme profil, dans les deux sens. Voilà sur l'alternance. Ça va ? Bon, donc on passe à la slide suivante. Alors, vous allez voir que, en fait, le droit commun, c'est parfois un peu compliqué, en fait, parce qu'il y a plein d'aides. Elles arrivent au fur et à mesure et parfois, elles se superposent un peu. Donc, pour les entreprises, ce n'est pas toujours très simple de comprendre, mais finalement, c'est laquelle l'aide la plus intéressante pour moi. Souvent, il ne faut pas le prendre comme ça, il faut le prendre, c'est quel candidat le plus intéressant pour moi. Et après, nous, on va venir voir quelle aide on peut mobiliser par rapport à ce candidat-là. Parce qu'il peut y avoir plein d'entrées, en fait, pour mobiliser une aide. L'entrée, ça peut être juste la RQTH, mais ça peut être parfois le lieu de résidence de la personne. Ça peut être son niveau de qualification, ça peut est-ce qu'il est chômeur de longue durée ou pas. Enfin, vous allez voir que les 3 aides que je vous présente, il peut y avoir plein de critères d'entrée. Nous, notre boulot à Cap Emploi, ça va être plutôt alors soit vous poussez des candidats et quand vous l'avez choisi, de pouvoir mobiliser l'aide qui correspond le mieux. Soit vous avez un candidat et on va regarder un candidat qui a postulé en spontané chez vous. Vous venez nous voir pour mobiliser une aide de recrutement. Là, on va pareil regarder dans quelle case il rentre et comment on peut mobiliser l'aide, en fait. Mais c'est difficile de venir en disant tiens, je voudrais bien une aide à la mobilisation. On n'y arrive pas comme ça, en fait, parce que ça va vraiment dépendre du profil et de la configuration, en fait, de votre recrutement. Donc, cette aide-là, vous avez dû en entendre parler. Vous avez entendu parler du plan Un jeune, une solution. En fait, avec l'aide de 4 000 € à l'embauche d'un jeune, et ça, c'est exactement la même qui a été calée sur l'aide à l'embauche des jeunes. Ils ont calé la même aide sur le recrutement des travailleurs handicapés. Et vous pouvez bénéficier, donc je ne vais peut-être pas forcément tout lire, mais en fait, vous pouvez recruter en CDI ou en CDD, et vous allez bénéficier d'une aide de 4 000 € maximum si vous recrutez en CDI. Et ensuite, c'est proratisé selon la durée du contrat que vous allez avoir. Et c'est une aide qui est gérée sur un site que vous devez connaître, qui est le site ASP, donc qui gère pour l'État l'ensemble des aides d'État, des rémunérations stagiaires aussi d'ailleurs, mais qui gère les aides d'État. Donc ça, c'est mobilisable très facilement par le site de l'ASP, en fait. Si vous avez quelqu'un qui vous fournit le papier reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
C'est une aide qui elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Donc voilà pour la MET. Elle est aussi cumulable avec des aides de la GIFIPSEL. Oui. Par exemple, l'aide à l'intégration, on peut cumuler. Voilà. Parce qu'elles n'ont pas la même filet. Oui, voilà. Donc là après, c'est ça. Donc après, selon la situation de la personne et selon les besoins d'intégration au poste qu'elle va avoir, on va pouvoir mobiliser en cumul d'autres aides, en fait, dont vous parlait Frédéric tout à l'heure, en plus de cette aide de droit commun. Voilà. On a vraiment la particularité d'être sur les deux, quoi. Aide de droit commun et aide spécifique. Donc, l'aide suivante. Merci, Daniel. Alors, moi, là, je vous ai juste fait une copie écran d'une partie de... Vous entendez bien? Non? C'est bon? J'avais une question. Oui, allez-y. Je reviens sur l'aide, là. Donc, c'est pour revenir sur le slide précédent, s'il vous plaît. Donc, par rapport aux 4 000 € pour un salarié à temps plein, en CDD ou en CDI, oui. Concrètement, nous, on a fait une embauche, enfin, je veux savoir si ça rentre dans le cadre, en fait, une embauche d'une salariée, là, il y a un mois de cela, reconnue à QTH, mais qui ne semble pas être passée par la filière Pôle emploi. En fait, c'est un paramédical, hein, donc, qui a été embauché sur l'aide de motivation, si vous voulez. Est-ce que cette personne pourrait bénéficier de cette aide financière? Oui, c'est bon parce que vous avez un délai de 6 mois, en fait, pour la mobiliser via le site de l'ASP. Donc, en fait, avec sa reconnaissance de travailleur handicapé et le contrat de travail et le premier bulletin de salaire, vous allez sur le site, en fait, de l'ASP, sur la rubrique à mettre, là, et vous pouvez en fait télécharger ces documents-là et du coup bénéficier de l'aide. En fait, cette aide-là se demande obligatoirement après parce qu'il faut fournir le premier bulletin de salaire et le contrat de travail. D'accord. Et parallèlement, le salarié, il perçoit une compensation, je ne sais pas, il y a quelque chose de prévu. Ça dépend vraiment là, c'est de l'étude de situation individuelle en fait. Ça dépend du poste de travail sur lequel il est, ça dépend des difficultés éventuelles qu'il rencontrerait sur le poste de travail liées à son handicap et du coup aux besoins de compensation à mettre en place. Donc ça s'étudie normalement avant l'embauche, mais c'est quelqu'un qui est venu chez vous en spontané, en candidature spontanée. Ah oui, oui. Ouais. Et il ne vous a pas fait état de difficultés par rapport au poste de travail que vous lui avez présenté? Non, pas du tout. En fait, c'est sa Ouais. spécialité. Voilà. Elle a même transmis sa notification à QTH sans demander. Hein, donc, voilà. Après, pour vous, en tant qu'entreprise et employeur, ce qu'il faut peut-être que vous intégriez dans l'entretien de recrutement, c'est juste de poser la question à la personne. Si elle vous parle de sa RQTH, si elle vous l'a dit, vous pouvez simplement lui demander si le poste tel que vous l'avez présenté présente, du point de vue de la personne, certaines difficultés, certaines choses qu'elle aurait du mal à faire. Et là, vous ne lui posez pas la question de son handicap, donc vous n'êtes pas sur de la donnée confidentielle, de la donnée de santé, vous êtes vraiment sur la question, en tant qu'employeur, je vous pose la question de la compensation et vous avez le droit de le faire de cette façon-là. Donc, vous pouvez éventuellement lui reposer la question, comme ça, et puis là, il vous le dira peut-être, mais dans 85% des cas, il n'y a pas besoin de compensation au poste pour les travailleurs handicapés. Donc, si ça se trouve, il n'a aucune difficulté, il est tout à fait à l'aise sur son poste et il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas en créer. Très bien, merci. Donc, l'aide suivante. Alors voilà, ça c'est juste une copie écran du dernier arrêté des parcours emploi compétences. Alors, je ne sais pas si ce sont des contrats aidés en fait qui sont financés par l'État et qui s'adressent à des publics éloignés de l'emploi. Donc là, vous voyez, les travailleurs handicapés ne sont pas directement cités dans l'arrêté. Mais on les retrouve quand même en filigrane dans les catégories ciblées par le PEC, en fait.
marchand. Hein. On est bien là sur du PEC marchand, donc du PEC qui peut être mobilisé par des entreprises privées. Voilà, hein, donc ça vous concerne évidemment. Donc vous voyez, les travailleurs handicapés, pourquoi je vous dis qu'ils sont concernés, c'est parce que les catégories en fait ciblées par le PEC marchand sont les personnes sans emploi âgées de 50 ans et plus, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Donc concrètement, dans le public travailleurs handicapés, on trouve beaucoup de personnes dites seniors, donc de plus de 50 ans. Donc du coup, souvent, ils peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui sont au chômage depuis longtemps. Et la dernière catégorie, le CIE jeune. Donc là, on cite le CIE, c'est le PEC en fait, hein, jeune. C'est l'ancien nom en fait du parcours emploi compétences. Donc là, vous voyez, jusqu'à 30 ans, les personnes en situation de handicap peuvent avoir accès au CIE jeune. Donc ça renvoie, si vous voulez, vous voyez le taux, il y a un taux à 30, un taux à 47. Donc si vous recrutez un travailleur handicapé de moins de 30 ans, il y a une aide d'État de 47% sur le salaire brut de la personne, pendant une durée qui est fixée dans la colonne de droite. C'est d'une simplicité sans faille. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, en fait, il vaut mieux qu'on parte de la personne, que vous veniez vers nous. Et là, nous, on est habitués, on va un peu étudier les choses et essayer de trouver la meilleure case par rapport à la personne. Voilà, alors là, on est quand même sur un public éloigné de l'emploi. Ça, c'est l'entrée des politiques publiques et des contrats aidés financés par l'État. Et la dernière, où là, on est sur une… Alors, je vous l'ai mis pas pour qu'on le lise ensemble aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous aurez le support et que vous pourrez le lire à tête reposée tranquillement. Les emplois francs Réunion, vous en avez peut-être entendu parler. Là, au départ, sur cet emploi-là, on est sur une entrée QPV, c'est-à-dire des gens qui relèvent des quartiers prioritaires de la ville, donc qui résident dans les quartiers prioritaires de la ville, avec un… Alors, je ne sais pas si vous connaissez le site SIG, SIG. Donc, à partir de l'adresse d'une personne, vous pouvez voir si elle rentre en QPV ou pas. Les emplois francs, c'est pareil, c'est du CDI ou du CDD avec une aide maximum de 5 000 € par an sur 3 ans. Voilà, donc ça, c'est une entrée QPV au départ avec des spécificités pour les TH. Et Daniel, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière slide. C'est qu'en fait, ils ont rajouté en plus, dans le dernier arrêté, en plus des QPV, des gens qui sont dans une dynamique de parcours. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment passer par nous parce qu'on pourra vérifier ces choses-là, en fait. C'est trop complexe sinon. Vous voyez, par exemple, les gens sortant d'entreprises adaptées peuvent avoir une attestation de l'entreprise adaptée disant qu'ils sortent d'entreprises adaptées qui leur donne accès à l'emploi franc. Voilà. Mais cette mécanique-là, on peut la mettre en place, nous, derrière, et rappeler les entreprises adaptées s'ils n'ont pas eu le bon papier, etc. Et il y a une dernière catégorie, et c'est vraiment la dernière slide, Daniel, cette fois-là. Donc, les emplois francs ont été étendus, en fait, à, par contre, des catégories qui concernent les travailleurs handicapés, qui sont des travailleurs handicapés qui sortent de formations qualifiantes, diplômantes, certifiantes, et des travailleurs handicapés qui sortent de contrats en alternance. Voilà. Donc, en fait, comme ce sont des aides vraiment d'État, on est toujours dans une logique de parcours par rapport à la personne. Voilà. Donc, par rapport à l'entreprise, c'est vrai que vous êtes moins dans cette logique-là de parcours pour la personne, mais plus dans une logique compétence et comment je vais répondre à mon besoin et à mon activité. Et c'est pour ça que je vous dis que du coup, venez vers le service public de l'emploi pour qu'on regarde un petit peu dans quelle catégorie rentre la personne. C'est plus simple. Voilà, sur les aides de droit commun complémentaires à celles de la GFIP. Merci Jean-Charles. Je vous propose de garder vos questions. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, encore une fois. Je voudrais juste accueillir, je ne l'ai pas fait, je m'en excuse, les 2 personnes qui sont arrivées entre-temps, donc une en présentiel, si vous voulez vous présenter rapidement. Bonjour, Émile Pignolet, je suis chef d'entreprise d'une PME qui est une clinique vétérinaire qui a 3 établissements sur Sainte-Marie, du Parc et la Bretagne. J'ai créé l'année dernière un CFA d'entreprise sur le titre métier secrétaire assistante. J'aime recruter en vivier à La Réunion en tout petit nombre, essayer de faire monter en compétences les jeunes réunionnais.
Ça fait 15 ans que je bosse sur le sol réunionnais, je suis réunionnaise d'origine, et donc je découvre beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie positive. En ce qui concerne le handicap, je pense que j'ai besoin de me former. À vrai dire, moi j'ai été en contact avec 2 personnes qui étaient handicapées, une cadre et un niveau d'ouvrier, mais qui n'ont pas voulu reconnaître leur handicap. Et c'est très compliqué parce que il y a des entreprises qui ont envie, mais voilà. Donc, je suis là aujourd'hui pour essayer de trouver des petites ficelles et voir ce qu'il en est. Donc, merci. Mais c'est encore compliqué aussi pour la personne handicapée de reconnaître son handicap alors qu'on en a aménagé les choses. Voilà. Des fois, les entreprises, on a aussi l'impression qu'on a envie de recruter des handicapés et que quand on a trouvé notre pépite, elles le reconnaissent. Donc, on organise des choses. Mais elles ne veulent pas passer à ce statut-là. Et voilà. Donc, autour des personnes, il y a encore du boulot à faire. Merci beaucoup. C'est un vrai sujet, la reconnaissance, travailler handicap. Je vais donner la parole à Madame Massot. Qui est-ce qui est en ligne, Daniel, qu'on n'a pas accueilli? Madame Massot, Green. Madame Massot, si vous nous entendez. Vous l'avez dit. Oui, je vous entends. Je me remets. Collectif. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est très bien, on vous entend. Bonjour, donc Ingrid Massot, je suis responsable de l'organisme de formation alternative. Donc j'accompagne la création de nouveaux CFA, notamment de CFA d'entreprise. Et je les accompagne dans la création du CFA, mais aussi dans la démarche Calliope. Et c'est vrai que la connaissance qu'on a sur la compensation du handicap est insuffisante. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrite à cet atelier pour voir qu'est-ce qu'il était, au-delà des aides, qu'est-ce qu'il est, un peu les exemples de compensation qu'on peut avoir, que ce soit pour des travailleurs, que ce soit pour des personnes en formation ou des personnes pour des salariés, tout simplement. Voilà. Bien, merci, bienvenue. Katia, je peux en profiter parce que en fait, la personne qui vient d'intervenir parle d'exemples de compensation du handicap. C'est vrai que c'est important de pouvoir voir en fait ce qu'est la compensation, et c'est vrai que c'est pas forcément la même chose entre une compensation technique sur du handicap visuel par exemple ou de la compensation organisationnelle sur du handicap psychique. Alors en fait, on organise en septembre-octobre un tour de l'île de la compensation du handicap. En partenariat avec l'AGFIP et le FIP et plus la CPME, l'ADIR et le MEDEF en fait. Et on va organiser 4 événementiels, un sur chacun des bassins en fait, où on va prendre une déficience, voilà, sur chacun des bassins. On va faire intervenir les acteurs de l'accompagnement et de la compensation, donc Cap Emploi, Emploi Accompagné, les PASS, dont parlait tout à l'heure Frédéric, donc des prestataires d'appui spécifiques qui sont spécialisés par type de handicap. Et on va faire témoigner des personnes qui ont une compensation qui a été mise en place. Donc, on va faire témoigner à la fois les personnes, les employeurs, éventuellement les managers, qui souvent sont au centre de la compensation quand on est sur de l'organisationnel. Et quand il y a des solutions techniques, on essaiera de faire du showroom, c'est-à-dire de pouvoir vous montrer un petit peu tel logiciel répond à telle difficulté visuelle, tel siège ergo existe. Regardez cette table, on peut la monter, la descendre. Enfin, voilà. Donc, on va essayer de vous montrer les choses. Donc, ça peut répondre à votre préoccupation. Je voudrais juste apporter un petit complément, Ingrid, par rapport à ton besoin sur comment adapter la prise en compte en fait, du handicap dans les situations de formation. Tu as un réseau de référents handicap des organismes de formation qui est animé par la RHF. Donc là, c'est un autre dispositif mis en place par la GFIP. C'est la ressource handicap formation qui accompagne en fait les OF à monter en compétence sur cette partie-là. Et c'est porté par la Cité des métiers et c'est notre collègue Jessica. Donc, on pourra te transmettre ses coordonnées si tu veux. Parfait. Merci. À la fin, il y a un quiz sur les sigles. J'espère que vous avez bien tout retenu. Voilà, on va voir si vous avez réussi. Ressources handicap formation. Voilà.
Parfait, merci beaucoup. On continue, Monsieur Tarbès, donc sur le sujet d'entreprise adaptée. Je vous laisse la parole. J'espère qu'on vous entend bien. N'hésitez pas à dire si vous n'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? Si je parle de cette façon. Bon, alors c'est bon. Oui, très bien. Merci. Il y a des micros sur toute la table. D'accord. Donc, en fait, en attendant que le diaporama arrive, je vais juste vous dire que l'entreprise adaptée, en fait, va prendre la problématique, enfin, ce que je vais vous présenter sera pris d'une autre façon. En fait, là, il s'agit maintenant non pas de parler d'aide ou d'appui pour les personnes et pour les entreprises qui embauchent des personnes, mais de parler de structure. L'entreprise adaptée est une entreprise. Et je vais vous parler de la création, de la mise en place d'une entreprise, en fait. À l'intérieur, pour vous, à l'intérieur, ou en filialisation, comme on disait tout à l'heure, de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et en fait, si je vous en parle, c'est parce que l'État cherche, donc la direction du travail, de l'économie de l'emploi du travail, en région, mais sinon l'État, d'une façon générale, cherche à promouvoir ce type d'entreprise qui existe depuis assez longtemps et qui existait avant sous un autre nom qui s'appelait Atelier Protégé, qui est devenu ensuite Entreprise Adaptée, et qui a effectivement pour but d'accueillir en son sein des personnes avec handicap et historiquement qui y sont pour y rester et qui y sont pour avoir un emploi, je ne vais pas dire protégé, mais je vais dire adapté, puisque c'est le nom qui est utilisé depuis un certain nombre d'années. Alors, ces entreprises adaptées, depuis 3 ans, on peut passer au slide suivant, elles bougent. Au niveau national, il y a une évolution, Frédéric Bélier en a parlé tout à l'heure, celui d'avant, merci. Je vais vous présenter d'abord sur le contexte national. En fait, en 2018, il y a une réforme des entreprises adaptées qui dit, bah voilà, l'État dit qu'on veut créer 40 000 emplois supplémentaires. Bon, c'est quand même pas rien pour les personnes en situation de handicap. Pour ça, s'appuyant sur les entreprises adaptées, on va les faire bouger. Alors, pour vous, ça vous intéresse un petit peu moins, puisque faire bouger quelque chose qui n'est pas ce que vous êtes, à la limite, peu importe. Mais dans les faire bouger, c'est vrai qu'elles vont s'adresser de plus en plus vers le modèle de l'entreprise, et moins vers le modèle de l'adapté. Les entreprises adaptées deviennent des entreprises adaptées. Donc, si je peux, en soulignant ce terme-là. Au-delà, donc, moderniser le modèle, c'est pour avoir une option à la fois plus inclusive, mais inclusive pour les personnes, mais plus économique, avec un tour plus économique. C'est vraiment une entreprise. L'idée supplémentaire est de déployer des expérimentations, comme on disait tout à l'heure, pardonnez-moi, c'est encore le slide d'avant, pour faciliter les trajectoires professionnelles des personnes, les parcours, comme on a dit tout à l'heure, les passerelles entre les entreprises adaptées et les autres employeurs. Donc, vous dites, bah oui, mais c'est pas nous ça. Nous, on est des employeurs, on est des entreprises. Bah oui, mais c'est justement aussi, les entreprises adaptées peuvent être aussi, et sont aujourd'hui, des entreprises, et sont créées en tant que telles. Il y en a en tant que telles. Pour pouvoir favoriser cela, cette réforme dit bon, on va mettre un peu plus d'aide publique pour pouvoir pousser ce modèle-là. Donc, je ne vais pas insister trop sur le cadre d'intervention, mais au niveau national, il faut quand même que je vous précise que ces entreprises adaptées doivent être, pour avoir le label entreprise adaptée, je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce qu'il y a derrière, il faut qu'elles soient agréées par l'État, qu'elles soient conventionnées par l'État. Elles vont être financées par l'État. Et plus les expérimentations dont je vais vous parler un tout petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est que ce cadre d'intervention nouveau met quand même l'accent sur moins de dépendance aux subventions publiques, moins par rapport à celles qui existaient avant, et elles ont un rôle assez fort dans la définition du projet professionnel des salariés et de l'évaluation des compétences. C'est-à-dire que là, à l'intérieur de l'entreprise adaptée, il y a cette notion de parcours et de projet professionnel.
a priori en incorporant, en embauchant des gens qui sont quelque part dans ce parcours et qui n'en sont pas forcément au bout. Et que ces entreprises ont, et c'est ce que beaucoup d'entreprises, comme vous disiez, et vous êtes vous-même, c'est favoriser les transitions professionnelles vers d'autres employeurs, soit en interne, soit en externe, vers d'autres employeurs, publics ou privés. Et c'est aussi, on va passer, puisqu'elles vont, il y a aussi le rôle en fait attendu par l'État de ces entreprises adaptées, qu'elles soient des acteurs du développement économique du territoire et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Et je vais juste vous donner maintenant le contexte réunionnais, local, de la même chose, sa déclinaison. Sa déclinaison, c'est l'ADETS, donc la direction du travail, développer et renforcer les entreprises adaptées existantes. Il y en a 7 à La Réunion, des entreprises adaptées. De promouvoir des expérimentations, c'est-à-dire d'avoir des CDD tremplins, dont on a parlé tout à l'heure. Quand on dit CDD, ça veut donc dire qu'on n'est pas forcément pour de l'emploi pérenne, c'est pour de l'emploi de passage. L'entreprise adaptée sert aussi à servir de tremplin, pardonnez-moi, je utilise l'expression, pour que la personne qui passe dans l'entreprise adaptée sorte de l'entreprise adaptée et aille ailleurs. Ça, c'est dans le cadre de l'expérimentation. Il y a une deuxième expérimentation qui est de faire des entreprises adaptées de travail temporaire. On en parlera peu parce que ce n'est pas l'objet pour aujourd'hui. Par contre, c'est un dispositif qui peut peut-être vous intéresser le jour où ça existera à La Réunion. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il y en a en cours de création, là maintenant, dans la phase expérimentale. C'est 2021 devrait être l'année où il y en a une qui se crée. Encourager la création de nouvelles entreprises adaptées. Ça, c'est pour ça que je suis là devant vous. Et à cet effet, dès 2020, la DETS a dit on va peut-être s'entourer de ressources extérieures parce que nous, on n'a pas la capacité à faire tout ça. C'est d'où le cadre dans lequel on est là. La DETS a confié une mission à France Active Réunion. Certains d'entre vous connaissent France Active, vous connaissez tous. Bon, c'est un dispositif en fait, qui va beaucoup encourager le développement de l'économie sociale et solidaire, avec une transition vers l'économique et en particulier, mais pas seulement, des entreprises qui sont dans le monde de l'insertion par l'activité économique. Beaucoup d'appuis pour développer. France Active Réunion est d'abord un financeur, fonctionne comme un organisme financier, en fait, pour faire des prêts pour que ce type de structure puisse se développer. Et donc, la DETS a confié à France Active, à la Maison de l'Emploi, et qui lui-même travaille avec la Maison de l'Emploi et avec moi-même, qui suis consultant, pour appuyer les entreprises adaptées, c'est pas vous, à solliciter les fonds dans le cadre du démarrage ou du redémarrage de leur activité, à développer l'expérimentation de CDD tremplin, et à créer une entreprise adaptée de travail temporaire, et l'émergence de candidats, favoriser aussi l'émergence de candidats à la création d'une EA, parmi, premièrement, les entreprises, c'est pour ça que je suis devant vous, deuxièmement, les associations porteuses des AT, les AT étant le médico-social, où il y a des gens qui ont une reconnaissance, une RQTH, et qui exercent dans un milieu, là, lui, très protégé. Si on veut dire comme ça. Ce ne sont pas des salariés, ce sont des bénéficiaires. Oui, mais ils ont des salaires. Ils ont un statut particulier. Voilà, ils ont un statut particulier. Pour les ESAT. Donc, il y en a des associations porteuses des AT à La Réunion. Il y en a. Il y en a une association porte 300 travailleurs handicapés. Ça donne une idée de ce que ça pèse. Petit Dallon, c'est 300. Oui, il y a le Vavasseur aussi. Alors, Petit Dallon, c'est le Vavasseur. C'est le Vavasseur, oui. Voilà, il y a la LEFA aussi qui en a. Et puis il y a la Fondation Pierre Favron, qui en a aussi un grand nombre. Donc, je crois que le plus gros, pardon, l'ADAPI en a un, les AT de Lens aussi, ça c'est la petite île. Je crois qu'on doit avoir à peu près fait le jeu. Ils ont une taille plus modeste, on va dire, en termes de Petit Dallon, c'est 300. Et dans 3 sites différents, ouest, sud et nord. Voilà.
Donc, voilà le cadre dans lequel je voulais vous présenter, en fait, ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, c'est les entreprises adaptées. En fait. On peut passer à la suivante. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est une entreprise adaptée? Bon, d'abord, c'est un acteur économique. Pour commencer, c'est une entreprise. Ça permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés, et là, justement, par rapport à tout à l'heure, je pense que vous évoquiez le fait que le fait d'accepter d'avoir la reconnaissance de travailleurs handicapés est en soi une difficulté. La personne exigée tout à l'heure. Et donc là, l'entreprise adaptée s'adresse à des personnes qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés, qui l'ont donc admis. Donc ces personnes-là, éloignées du marché du travail ou courant le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Ça leur permet d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins et dans le respect de leur projet professionnel. Donc c'est vraiment en fait quelque chose, une structure de transition, si je puis dire, mais aussi de positionnement de ces personnes où elles peuvent exercer, on va voir dans quelles conditions. Elles peuvent exercer au sein de l'entreprise, ce qui est le cas plus fréquent, à leur domicile ou mis à disposition d'une autre entreprise. Donc ça, c'est encore une autre façon pour les entreprises, indépendamment des entreprises adaptées, c'est de travailler avec une entreprise adaptée par des mises à disposition de salariés qui sont en entreprise adaptée. Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique. Ça, c'est une demande, en fait, une exigence, on en parlait tout à l'heure, dans le statut de l'entreprise adaptée, d'offrir un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leurs projets professionnels, à valoriser leurs compétences et à avoir une mobilité au sein de l'entreprise ou vers d'autres entreprises. Et elles y sont encouragées. Oui, juste, je voulais compléter ce que dit M. Tarbès. La GFIP, en fait, a en charge un fonds pour financer les formations de ces salariés qui sont accompagnés par les entreprises adaptées. C'est géré par la GFIP nationale. Vous parlez du PICUA? Voilà. D'accord. Juste pour info. Je pense qu'il faut vraiment aller plutôt à l'objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez des adhérents du MEDEF, vraiment concrètement? Alors, sans trop de détails, parce que sinon, ça va faire beaucoup. En fait, ce que j'attends, moi, c'est il peut y avoir parmi vous, parmi les entreprises qui seraient susceptibles de devenir entreprises adaptées, de rentrer dans ce modèle-là et de dire, alors là, je vais filer un peu là, justement. Pour oui, en passant peut-être un peu. En passant. Allons-y, passons, on reviendra après. Donc, on va remonter un cran, juste un cran. Parce que s'il y a vraiment besoin de détails, ensuite, vous allez vous mettre en relation avec M. Tarbès sur le statut juridique. Enfin, voilà, donc vraiment, je pense qu'il faut aller à l'objectif. Donc, une entreprise adaptée a un certain nombre de caractéristiques. Oui, alors, l'objectif, je vais le prendre par la fin. L'objectif, c'est ça qui est important, c'est d'aller à l'objectif. C'est que vous proposez, en fait, aux adhérents d'étudier la possibilité ou la faisabilité, pour vous, de devenir entreprise adaptée, si cela vous intéresse, si cela vous convient, si cela correspond à à ce que vous êtes, à ce qu'est l'entreprise. On ne devient pas entreprise adaptée par opportunisme de financement. Je ne pas comme ça. C'est parce qu'on se dit que c'est un bon moyen de répondre à ce besoin sociétal et par le travail, par l'activité. Donc de ce point de vue-là, alors bien évidemment, la réponse, elle n'est pas si simple. Donc pour pouvoir étudier, pour pouvoir proposer une réponse, avoir une réponse, il s'agit de regarder quels en sont tous les contours. Oui, mais en plus, une entreprise ne va pas se créer en entreprise adaptée par altruisme non plus. Enfin, ce serait trop beau. Non, une entreprise adaptée, c'est une entreprise. Voilà.
Alors, il y a une des caractéristiques de l'entreprise, c'est qu'elle accueille les personnes avec RQTH et elle a elle mène son activité parallèlement. Jusqu'à présent, elle avait, et elle en a encore, celles qui ont encore, ce qu'on appelle des emplois socles. Ces emplois socles sont des personnes qui sont recrutées et qui sont recrutées en CDI et qui bénéficient, et pour cela, bénéficient d'une aide qui correspond à quinzaine de milliers d'euros par an. Grosso modo, ça change un peu tous les ans. Donc une aide annuelle à l'emploi. C'est une aide sur le poste, en fait, c'est ça ? C'est une aide au poste qui, effectivement, est indépendant des personnes. C'est une aide au poste. C'est-à-dire qu'une entreprise adaptée par convention avec l'État, elle a X aide au poste. D'accord. X étant entre 1 et, enfin, si je prends l'exemple de la Réunion, entre 1 et 40. Pour la Réunion. Cette aide au poste, elle est que pour des travailleurs handicapés ou ça peut être des aides au poste administratives de salariés, je veux dire, valides, entre guillemets, non. Pour encadrer la partie des actes? Non. Les actes. C'est la partie. En fait, d'accord. Ce sont des aides au poste pour des personnes qui ont une RQTH. Donc, la condition de base, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième condition, c'est que l'entreprise adaptée doit avoir 55% minimum de ses salariés, c'est pour ça que je parlais de filiales, qui soient en RQTH. D'où la raison pour laquelle, quand on est une entreprise, soit on la crée ex nihilo, et il y en a qui sont dans cette situation partout, et à La Réunion aussi, qui sont créés ex nihilo et qui démarrent avec au moins plus de la moitié des effectifs qui ont une RQTH. Soit elle saute une entreprise existante, et si c'est une entreprise existante, elle crée une filiale, et il y en a. Vous avez peut-être vu des camions Interlinge un peu partout sur l'île. Il y a une filiale d'Interlinge qui est une entreprise adaptée, qui a une petite dizaine, entre 6 ou 7 aides au poste, 6 ou 7 personnes avec RQTH. Et il y a 1, 2, 3 personnes qui sont des salariés et qui n'ont pas de RQTH et qui n'ont pas d'aide au poste. C'est pour les 6 ou 7 qu'il y en a une. Pour les 1 ou 2 qu'il y en a une. Qui représente 55% des salariés de l'entreprise adaptée. Doivent représenter minimum 55% des salariés de l'entreprise. Ça, c'est la base. Alors, bien évidemment, c'est bien le conventionnement qui définit le fait qu'il y ait des aides au poste. Aujourd'hui, la tendance, c'est de dire c'est fini, on ne fait plus d'aide au poste. Ce n'est pas vrai, mais il y en a quand même. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Sur La Réunion, là, cette année, le quota, il est de 18. Il était pris 18 aides au poste. Donc 18 personnes. 18 personnes à temps plein. C'était 0 au mois de novembre 2020. C'est devenu 18. C'est 18 supplémentaires par rapport aux aides au poste existantes. Et déjà 18 nouvelles aides au poste. C'est-à-dire qu'il y en a, pardon, merci. C'est une nouvelle par rapport. Alors, le nombre, je ne sais pas combien il y en a, 80, je crois, quelque chose comme ça. Il doit y avoir 80 aides au poste en tout sur les 7 entreprises adaptées aujourd'hui à La Réunion. Il y en a eu 18. Il ne devait pas y en avoir. Et l'autre raison pour laquelle je suis devant vous, c'est que ces 18-là, quand on se pose la question, mais d'où ça vient ? Ça vient qu'il y a une attention de la part aussi, entre autres, de la part du ministère, de dire, on attend un peu à La Réunion qu'il y en ait davantage. Parce que les entreprises adaptées, en fin d'année dernière, se sont assez mobilisées et motivées pour se développer. Donc, le discours que je vous tiens, et de ce point de vue-là, qui revient récemment de la BETS, moi, je disais, moi, je ne vais pas venir devant vous si j'ai 2 aides au poste à vous proposer pour le reste de l'année. Personne ne va créer une entreprise adaptée. Le discours est un petit peu différent, c'est remontez-nous les besoins qu'il pourrait y avoir. S'il y a des entreprises qui veulent devenir entreprises adaptées, donnez-nous l'information.
vers le mois d'octobre ou le mois de novembre 2022, il y en aura encore d'autres. Donc, on est plutôt aujourd'hui dans un schéma dans lequel le ministère, puisque c'est l'État qui va lui allouer en fait le nombre de nouvelles aides au poste qui vont être créées en 2022, en plus des 80 et des 18 qui ont de 2021. Le quota n'est pas fixé. Le quota, en fait, va dépendre de la volonté qu'il y a d'en créer en disant « OK, nous, on y va ». C'est pas 100, hein. Ce ne sera pas 100 aides au poste dans une entreprise pour démarrer. Voilà. Mais c'est peut-être 3, 5, 8 à voir selon. Et c'est ce que moi, je vous propose pour ceux que ça intéresse. Voilà. Là, ça. On vous appelle si on veut créer une entreprise adaptée. Pendant les mois qui suivent. Si vous êtes tenté. Orange, Austral, peut-être. Voilà. De regarder pendant les mois qui suivent. Sachant que vous avez quand même cette contrainte, il faut l'entendre, dans l'entreprise adaptée, de 5%, 55% des... Donc, il faut créer une filière. Oui. Voilà. Autrement, vous n'aurez jamais assez de travail. C'est ça. Il faut créer une filière. C'est vraiment la chose à retenir. Ou une nouvelle entreprise. Voilà. Ou une nouvelle entreprise. En fait, et l'expérience que je peux moi avoir, parce qu'en fait, moi, je ne viens pas du monde du monde administratif, je viens du monde de l'entreprise. Je me regarde en général plutôt les modèles économiques qui sont derrière. C'est plutôt ça ma spécialité. Aujourd'hui, c'est très difficile, il y en a, c'est très difficile qu'une entreprise adaptée ne soit pas adossée à une autre entreprise derrière, pour des questions de marché. Il y en a, mais c'est compliqué d'avoir un équilibre économique. Monsieur Terbès, on va devoir arrêter parce qu'on est un peu out of timing. Du coup, en tout cas, on peut revenir vers vous. Vous allez diffuser une information auprès du MEDEF, comme ça on va l'envoyer aux adhérents aussi. Et les entreprises qui sont intéressées pour aller plus loin sur le sujet de la création d'une entreprise adaptée peuvent revenir vers le MEDEF ou M. Terbès directement. On va bien sûr vous envoyer toutes les présentations qui ont été projetées avec quelques difficultés. On s'en excuse aujourd'hui. Dernière. Voilà. On a mis quelques coordonnées aussi en bas. Voilà. Coordonnées de ouais, mais je pense que c'est vraiment vous qu'il faut contacter quand même. Oui. Hein. Merci. Donc, on peut passer aux questions. Pour ceux qui le souhaitent, voilà, vous restez et on se pose des questions et on y répond. Pour ceux qui souhaitent arrêter la visio, parce que je sais que c'est quand même moins facile en visio. Merci d'avoir participé à cette commission handicap. La prochaine est en septembre. Nous faisons, je crois, le 14 septembre de mémoire. Et on va vous envoyer l'ordre du jour rapidement. Merci beaucoup. Donc, on peut passer aux questions, si vous en avez. Trop de questions, peut-être. C'est clair. Si c'était clair, franchement, c'est super, hein, parce que c'est dense. Hein. Clair, sûr, mais dense. Oui, voilà. C'est difficile de poser des questions parce qu'il faut digérer tout ça. Et oui, c'est ça. Et après, les questions arrivent des fois. Voilà, donc c'est ça. Donc, n'hésitez pas à envoyer les questions pour les personnes qui sont à distance, en présentiel, et on traitera toutes les questions, bien sûr. Moi, j'en ai une, je ne sais pas si c'est complètement dans le sujet. Souvent, on est plutôt à Aérostral, plutôt dans le maintien dans l'emploi. Et on a souvent le médecin du travail qui demande, quand il sait que c'est un métier où la personne ne pourra pas perdurer, qui demande un bilan de compétences. Est-ce qu'il y a des entreprises, enfin qui peuvent faire des bilans de compétences, mais dédiés à des travailleurs handicapés? Parce que si on le fait avec n'importe quel cabinet qui n'a pas cette connaissance… Alors, c'est le dispositif Inclus Pro, je crois que j'ai évoqué ça tout à l'heure, qui est vraiment adapté à ton besoin. Parce que, en fait, ils peuvent… Alors, peut-être, Jean-Charles, si tu veux en parler. En gros, l'idée, c'est vraiment d'aider le salarié à bien identifier quelles sont… voilà, par rapport à ces situations, s'il veut évoluer, comment. Donc, c'est accessible, bien sûr, aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux salariés avec
l'accord de son employeur. Et si la personne est en arrêt, ça peut être avec l'accord du médecin conseil pour qu'il puisse réaliser ça pendant sa période d'arrêt. Parce que nous, à chaque fois, on nous a laissé libre de choisir le cabinet d'accompagnement de ce bilan de compétences sans nous dire, voilà, tel cabinet plus spécialisé. Il vient d'être lancé là. Et du coup, je pense que, tu sais, si vous venez au prochain atelier le 6 juillet, on mettra aussi les coordonnées du dispositif où je peux vous envoyer. Oui, comment tu as Ce qui est intéressant en Inclus Pro Formation, c'est qu'il y a un SAS d'une 20aine d'heures. Et dans le cadre de ce SAS, la personne, on vérifie aussi quel va être le parcours, comment ça va s'organiser, de manière à ce que c'est du sens pour elle et c'est du sens pour vous. Donc ça, c'est bien parce que la personne, à la fin, pourra décider, non, ça ne correspond pas à ce que je recherche. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Et donc, il y a vraiment un accompagnement avec un coaching, avec un entretien individuel et puis des étapes d'accompagnement. Durant cette période. C'est vraiment une formation finalement préqualifiante en fait. Et elle pourra tester pendant cette période-là. Alors, c'est un peu comme un bilan de compétences. Après, elle pourra tester des mises en situation de travail. En fait, tu vois, c'est vraiment tout un parcours qui est vraiment très, très bien. Après, comment ce dispositif Inclus Pro. D'accord, je retrouverai de je t'enverrai. Il y a vraiment un cas. C'est l'organisme de formation. C'est Cap Formation. Mais je crois que les entreprises peuvent prescrire un cours. En fait, ce n'est pas vraiment une prescription. Ils peuvent l'orienter, mais il faut qu'il y ait accord de l'entreprise si le salarié le fait durant ses heures de travail. Il faut qu'il y ait accord de l'employeur pour qu'il puisse réaliser ça. C'est Cap Formation qui gère ça, qui a eu le marché et donc qui peut accompagner. Cap Formation. Je t'enverrai les éléments, d'accord ? Ils ont mis un diaporama expliquant c'est quoi ça sert, quelle est l'articulation. C'est assez bien fait. D'accord. S'il est en arrêt de travail, il peut le faire sur sa période d'arrêt si le médecin est d'accord. Ça nécessite l'accord. Effectivement, on passe en cellule prévention de la désinsertion professionnelle pour avoir l'accord du médecin conseil à pouvoir suivre la prestation. Okay. Donc ça, en général, on fait passer le dossier en PDP et puis après, on transcrit. Ok, merci. D'autres questions? J'en ai une pour les travailleurs indépendants. On a plusieurs entreprises et dans une de nos entreprises, on a un associé qui voudrait se faire reconnaître son statut d'handicapé à un certain âge. Quels sont les process pour les travailleurs indépendants? Parce que là, vous parlez des salariés. C'est les mêmes, en fait. C'est la même chose. Nous on s'occupe des salariés, des agents de la fonction publique et des travailleurs indépendants dans le cadre de processus de maintien dans l'emploi ou d'intégration au poste. En fait. Parce qu'il n'y a pas de médecin du travail, on est d'accord, pour les travailleurs indépendants. Par contre, c'est son médecin traitant en fait, qui doit remplir la partie médicale en fait, du dossier RQTH. Et après, c'est un dépôt à la MDPH de ce dossier qui lui permet d'obtenir la qualité. En fait. Voilà. Et il y a un souci, effectivement, sur les travailleurs indépendants qui n'ont pas de suivi médical par la médecine du travail. Et ça, c'est un des axes de la loi santé au travail là, qui est en train de sortir, de mettre en place ce type de suivi-là, parce que concrètement, il y a un souci. Et c'est des populations à risque, parce que c'est souvent des personnes qui sont centrées sur leur travail, etc. Et du coup, on prend moins en compte la santé. Tous les dispositifs de la GFIP, parce que c'est arrivé un peu plus tard. Effectivement, ce que j'expliquais, c'est que toutes les aides à GFIP sont aussi, une des cibles, c'est les travailleurs handicapés indépendants. Je l'avais noté. Super. Très bien. Ma question, c'est sur la reconnaissance. Ouais, c'est la même que pour les autres. Les médecins du travail qui en partagent aussi. Oui, c'est médecins traitants. Merci. D'autres questions? On va clôturer la commission. Merci à tous, à très bientôt. Et puis bon appétit à vous. Merci.